J'ai toujours cru bien connaître mon fils. Après tout, je l'avais élevé seul pendant presque toute sa vie, depuis que Robert, mon mari, est décédé dans un accident de voiture quand Webster n'avait que 11 ans. Aujourd'hui, installé dans le silence de mon appartement, en feuilletant de vieilles photos, je me rends compte à quel point je me suis trompée. J'ai 75 ans, et j'ai passé l'essentiel de ma vie à travailler comme conseillère financière à la First Merchant Bank de Tuscaloosa. Ce n'était pas un métier prestigieux, mais il m'a offert deux choses précieuses: une stabilité financière et une solide compréhension des mécanismes de l'argent. J'ai vu des personnes avec des revenus à 6 chiffres sombrer dans la faillite à cause de choix imprudents, et des employés modestes construire une petite fortune avec rigueur et constance. Mon appartement n'a rien d'extravagant, mais il est confortable. 2 chambres, un salon douillet donnant sur le parc, des murs ornés d'aquarelles d'artistes locaux et de photos encadrées, Robert portant son casque d'ingénieur, Webster enfant sur son vélo, moi en toge le jour de l'obtention de mon diplôme en finance. Autant de souvenirs d'une vie dure mais profondément significative. Quand Robert est mort, il nous a laissé une assurance vie, pas énorme, mais suffisante pour que je puisse arrêter de travailler 1 an et achever mes études. J'ai placé la majorité de la somme dans des obligations à rendement élevé et des fonds indiciels. Rien de hasardeux, mais assez pour générer des gains réguliers. Nous avions aussi une assurance sur la maison, déjà entièrement payée l'année précédant son décès. Je l'ai vendue 5 ans plus tard, au moment où le marché immobilier était en plein essor, et j'ai investi les bénéfices de manière réfléchie. Lorsque Webster a annoncé qu'il allait épouser Perla, j'ai doublé mes heures de travail pour les aider avec l'acompte de la maison. Une petite maison convenable dans le quartier de Forest Lake. Je me souviens de la fierté sur le visage de mon fils lorsqu'il a reçu les clés. Cela en valait la peine. Daisy, leur fille, est née 2 ans après le mariage. Elle était un rayon de soleil pour moi, intelligente, curieuse, avec un sourire sincère qui rappelait tellement celui de son grand-père. J'ai essayé d'être présente pour elle, mais sans m'imposer. Je venais quand on m'appelait, j'aidais quand on me le demandait. Daisy passait ses week-ends chez moi quand elle était petite. Je lui lisais des livres, lui apprenais à faire des muffins aux myrtilles, et nous parlions des constellations que nous observions depuis le petit balcon. Webster a grandi ambitiao. Il a bien réussi au lycée, bien réussi à l'université, mais j'ai toujours senti qu'il lui manquait quelque chose. La compassion peut-être. Il était toujours concentré sur des objectifs matériels. Une nouvelle voiture, une promotion, un quartier plus huppé. Perla était parfaite pour lui, tout aussi ambitieuse, avec un maquillage impeccable et un sourire froid. Je n'ai jamais dit à mon fils ce que je pensais de son choix. Après tout, c'était sa vie. Elle travaillait dans un magasin de meubles haut de gamme, vendant des canapés et lits de luxe à des gens qui souvent ne pouvaient pas se les permettre. Elle avait un talent pour convaincre les gens qu'ils avaient besoin de plus que ce qu'ils pensaient. Quand j'ai pris ma retraite il y a 1 an, ma situation financière était stable. Une bonne pension de la banque, la sécurité sociale, des investissements que j'avais patiemment constitués au fil des années, et un héritage laissé par la sœur de Robert, qui était décédée sans enfant. Je n'aurais jamais cru être aussi à l'aise financièrement à mon âge, et cela m'a fait réfléchir. Pourquoi ai-je besoin de tout cet argent? Que allais-je en faire? Voyager? Mes genoux ne sont plus ce qu'ils étaient. Acheter des choses chères? J'aime mes vieux meubles. Chaque objet dans ma maison a une histoire, une signification. C'est là que l'idée d'une nouvelle maison pour les Webster m'est venue. Leur modeste maison à Forest Lake était devenue étroite. Daisy avait grandi et avait besoin de plus d'espace. En plus, le quartier se détériorait lentement. Ce n'était pas un endroit où je voulais voir ma petite fille adolescente grandir. Je n'ai partagé mes plans avec personne, même pas avec mon amie de longue date Evelyne, avec qui je discute normalement de tout. Cette décision me semblait trop personnelle, trop importante pour en parler à quelqu'un d'autre que moi-même. J'ai commencé par étudier le marché immobilier de Tuscaloosa. Le quartier de Highland Park était trop cher, même pour moi. Northport semblait être une bonne option, quartier chic, bonnes écoles, proximité du centre-ville. J'ai pris des notes, étudié les annonces, fait du repérage le week-end, explorant les rues où mon fils et sa famille pourraient vivre. Un matin, j'ai appelé le bureau de Mara Kincaid, l'agente immobilière qu'Evelyne m'avait recommandée. Elle est honnête, m'avait dit mon amie. Elle ne vous vendra pas une maison avec des fondations pourries comme certains. Bonjour, Premier Real Estate, répondit une voix enjouée au téléphone. Bonjour, puis-je parler à Mara Kincaid, s'il vous plaît? C'est elle. En quoi puis-je vous aider? Je lui ai expliqué que je cherchais une maison pour mon fils et sa famille, en lui donnant un budget approximatif et des quartiers préférés. C'est excitant, dit-elle, semblant sincèrement surprise. Ce n'est pas tous les jours que des parents achètent une maison pour leurs enfants adultes. C'est très généreux de votre part, Madame Quimby.
Nous avons convenu d'un rendez-vous le lendemain dans son bureau. J'ai mis mon plus beau tailleur, le bleu marine, que je portais autrefois pour les réunions importantes avec les clients. Je voulais donner l'impression d'être une cliente sérieuse. Mara s'est révélée être une femme énergique dans la quarantaine, avec des cheveux rouges vifs et un sourire éclatant. Son bureau était rempli de photos de familles heureuses devant leur maison, apparemment des clients satisfaits. « Alors, Madame Quimby », dit-elle en ouvrant son ordinateur portable. « Soyons précises sur ce que vous recherchez exactement. » Nous avons passé l'heure suivante à discuter des détails. La taille de la maison, le nombre de chambres, la disposition, l'âge de la maison, la distance de l'école de Daisy. Je ne voulais pas une maison trop ancienne, moins de chances de problèmes cachés. Mais je n'étais pas non plus attirée par les constructions neuves. Elles sont souvent bâclées, avec peu d'argent investi dans les matériaux. Je veux une maison dans laquelle ils pourront vivre pendant des années, ai-je expliqué. Pas juste une belle boîte, mais un lieu où ma petite fille grandira et s'en souviendra avec tendresse. Mara hocha la tête en prenant des notes. Je comprends. Qualité de construction, bon quartier, bonne perspective d'avenir. Elle leva les yeux de son écran. Et une question importante, votre fils est-il au courant de vos projets? Je secouai la tête. Non. Je veux le surprendre. En fait, je ne veux pas que Webster et Perla influencent mon choix. Je les connais, ils commenceraient à exiger plus que je ne peux me permettre. Dit Mara, l'air perplexe. En général, je recommande que les futurs habitants participent au processus de sélection. Après tout, c'est eux qui vont y vivre. Je comprends, acquiesçai-je. Mais je veux d'abord trouver quelques bonnes options, ensuite nous irons ensemble. Elle accepta, bien que je vis qu'elle n'aimait pas trop l'idée. Peut-être avait-elle simplement peur de perdre sa commission si mon fils n'aimait pas mon choix. Le week-end suivant, Mara me fit visiter 3 maisons. La première était trop sombre. Les arbres autour bloquaient la lumière du soleil. La deuxième était située sur une rue très fréquentée. J'imaginais Daisy traverser cette route et mon cœur se serrait d'inquiétude. La troisième était presque parfaite, spacieuse, lumineuse, avec un beau jardin. Mais en explorant le sous-sol, je remarquai des taches d'humidité sur les murs. « Est-ce que c'est normal ?» demandai-je à Mara. Elle pinça les lèvres. « Disons que ce n'est pas critique, mais ce n'est pas idéal. Il y a peut-être un problème avec le système de drainage. » Je secouai la tête. Je ne voulais pas que mon fils se retrouve avec des réparations dès l'emménagement. La semaine suivante, nous avons visité 5 autres maisons. L'une d'entre elles, sur Magnolia Drive, me semblait prometteuse. C'était une maison classique à 2 étages, avec des colonnes, une cuisine spacieuse et une bonne disposition des pièces. Le jardin n'était pas très grand, mais bien entretenu, avec une terrasse et un coin barbecue. 4 chambres, 3 salles de bain, un bureau pour Webster et une salle de jeu que Daisy pourrait transformer en atelier créatif. « Qu'en pensez-vous » demanda Mara pendant que nous admirions la façade depuis l'allée. « Je l'aime bien, avouai-je. Mais j'aimerais en savoir plus sur les fondations, le toit, les systèmes de la maison. » Bien sûr. Nous ferons une inspection complète avant l'achat. J'y insiste toujours. Le soir, je passais de longues heures penchée sur mes feuilles de calcul financières. La maison sur Magnolia Drive se situait au sommet de mon budget. Si je l'achetais, il me faudrait repenser mes projets de retraite. Moins de voyages, plus d'économies au quotidien. Mais n'était-ce pas pour cela que j'avais économisé toutes ces années? Pour offrir une vie meilleure à ma famille. Le lendemain, j'appelai Webster et l'invitai à déjeuner au Southern Table, un restaurant convenable, avec de la bonne nourriture et pas trop de bruit. « Qu'est-ce qu'il se passe, maman » demanda-t-il dès que nous nous sommes assis à la table. « Tu avais l'air mystérieuse au téléphone. J'ai besoin d'un prétexte pour déjeuner avec mon fils ?» répondis-je avec un sourire, mais je décidai immédiatement d'aller droit au but. « Webster, je veux faire quelque chose pour toi et ta famille. »« Quoi donc ?» Il était tendu, toujours sur la défensive lorsqu'il s'agissait d'indépendance, même lorsqu'il acceptait mon aide. « Je veux t'acheter une maison. Une nouvelle maison, plus grande, dans un meilleur quartier. » Il me regarda comme si je venais d'annoncer que j'allais partir sur la lune. « Une maison » murmura-t-il, abasourdi. « Tu es sérieuse ?» Absolument. J'ai déjà commencé à chercher. Il y en a une sur Magnolia Drive qui me semble parfaite, 4 chambres, joli jardin. Attends. Il leva les mains. C'est trop, maman. On ne peut pas accepter un tel cadeau. Mais ses yeux disaient le contraire, ils brillaient d'une curiosité avide. Vous pouvez, et vous allez l'accepter, dis-je fermement. Je veux le faire, Webster. Je veux vous voir vivre dans une belle maison, dans un quartier sûr.
Je veux que Daisy ait sa propre chambre pour faire ses projets. Je veux que Perla puisse recevoir du monde sans être à l'étroit. Mais ton argent, ta pension. J'ai fait les calculs, le rassurai-je. J'aurai assez pour vivre confortablement. Il secoua la tête, mais je voyais bien que sa résistance était purement symbolique. Je dois en discuter avec Perla, bien sûr, dit-il. Évidemment. En fait, j'aimerais que vous veniez tous les deux voir la maison sur Magnolia Drive. Peut-être ce week-end. Il accepta, et nous avons changé de sujet. Mais je remarquai que son regard devenait parfois absent. Il s'imaginait déjà propriétaire de cette nouvelle maison. Samedi, nous avons retrouvé Mara devant la maison de Magnolia Drive. Perla ne put cacher son excitation dès que nous nous sommes arrêtés devant. « Mon Dieu, Webster, regarde ces colonnes et cette pelouse !» s'exclama-t-elle en lui serrant la main. C'est un tout autre niveau. Nous avons fait lentement le tour de la maison. Perla poussait des « O » et des « A » devant les plans de travail en granit de la cuisine et la baignoire jacuzzi de la salle de bain principale. Webster hochait la tête, approuvant le garage spacieux pour 2 voitures et le bureau au rez-de-chaussée. « Qu'en pensez-vous » demandai-je lorsque nous eûmes terminé la visite et que nous étions dans le jardin. C'est incroyable, souffla Perla, m'appelant par mon diminutif Winnie, pour la première fois depuis des années. C'est incroyable. Webster était plus réservé, mais je voyais ses yeux briller. Sérieusement, maman, c'est trop généreux. On ne mérite pas ça. Si, vous le méritez, rétorquai-je. Vous êtes ma famille. À qui d'autre léguerais-je mon argent? Sur le chemin du retour, il faisait déjà des plans. Quels meubles prendre de l'ancienne maison, quoi acheter de neuf, comment organiser les pièces. Je les écoutais avec un sourire. Cela faisait longtemps que je n'avais pas vu mon fils aussi animé. À ma grande surprise pourtant, Webster m'appela le lendemain pour dire que lui et Perla souhaitaient visiter d'autres maisons à titre de comparaison. Celle de Magnolia Drive est magnifique, dit-il, mais puisque tu fais un cadeau aussi généreux, on veut s'assurer que ce soit exactement ce qu'il nous faut. J'acceptai, même si une petite voix intérieure me disait que c'était le début d'un chemin dangereux. Mais pouvais-je dire non? Après tout, c'est eux qui allaient y vivre. Le week-end suivant devint un marathon de visites. Nous avons visité 8 autres propriétés. À chaque maison, les exigences de Webster et Perla augmentaient. Ce qui semblait luxueux la veille était devenu un simple confort. Une maison 20% plus chère que le budget initial était désormais considérée comme à peine acceptable. Et le quartier Highland? Demanda Perla alors que nous étions assis dans un café après une autre journée de visite. Il y a des maisons fantastiques là-bas. Iesaupirai. Highland était le quartier le plus cher de Tuscaloosa. Perla, j'ai déjà étiré mon budget au maximum. Mais tu as vendu des actions l'année dernière, non? Sourit-elle. Webster a dit que c'était une bonne opération. Je regardais mon fils, surprise. Je ne me souvenais pas lui avoir partagé autant de détails sur mes finances. Oui, c'est vrai. Et la majeure partie de cet argent est déjà allouée à la maison. Eh bien, on pourrait peut-être l'augmenter un peu, dit Perla d'un ton sucré, comme si elle demandait un dessert en plus. Pour Daisy. Les écoles de Highland sont excellentes. Je sentis l'irritation monter, mais je me retins. À la place, je décidai d'être brutalement honnête. Écoutez, leur dis-je en les regardant tous les deux. Je fais cela de bon cœur, mais il y a des limites. Je vous offre une maison bien meilleure que celle où vous vivez actuellement, mais je ne peux pas vous acheter un palais. Perla eut l'air de recevoir une gifle. Webster se hâta de calmer les choses. Maman, on comprend, et on est très reconnaissant, n'est-ce pas, Perla? Elle sourit de manière forcée et hocha la tête. Bien sûr, Winnie. Je suis désolée si j'ai donné l'impression d'être ingrate. Le lendemain, Mara m'appela avec une nouvelle. Une maison sur Wisteria Lane venait juste d'être mise sur le marché. D'après elle, elle était adorable et parfaite pour la famille Webster. Puis-je vous la montrer aujourd'hui? Demanda-t-elle. Les maisons comme celle-là ne restent pas longtemps sur le marché. Nous nous sommes retrouvés à la maison 2 heures plus tard, moi, Webster, Perla, et cette fois même Daisy, qui avait été récupérée plus tôt à l'école pour l'occasion. La maison de Wisteria Lane était vraiment impressionnante, plus grande que celle de Magnolia Drive, avec une architecture plus raffinée et un meilleur emplacement. 4 chambres, 3 salles de bain, un bureau, une salle de jeu, une cuisine spacieuse ouverte sur la salle familiale, et un jardin avec piscine. C'est elle, chuchota Perla dès que nous avons franchi le hall au plafond haut. Webster hocha la tête, les yeux brillants. Il s'imaginait déjà recevant des collègues ici, garant sa voiture dans l'allée circulaire. Daisy était ravie de la grande chambre à l'étage, avec une baie vitrée. « Grand-mère, je pourrais mettre mon télescope ici,
s'écria-t-elle. On verra parfaitement les étoiles d'ici. Iesuris. Peut-être que tout cela en valait la peine, rien que pour voir une telle joie dans les yeux de ma petite fille. Combien ? Demanda Webster à Mara une fois la visite terminée. Elle annonça un prix 15% au-dessus de mon budget initial. Je sentis mon cœur se serrer. Cela signifiait revoir tous mes plans de retraite. Maman, dit Webster en se tournant vers moi, la voix mêlée de convoitise et de supplication, comme un enfant devant une vitrine de magasin de jouets. Je jetai un coup d'œil à Daisy, encore en train d'expliquer à Perla avec enthousiasme comment elle aménagerait sa chambre. Voyons ce que je peux faire, dis-je enfin. Ce soir-là, je passais des heures sur mes feuilles de calcul financier, recalculant tout encore et encore. Si je vendais certaines actions, si je déplaçais certains investissements vers des actifs plus liquides. Oui, je pourrais me le permettre. Mais cela impliquerait une vie plus modeste pour moi. Plus de voyages à la côte en hiver, des économies sur beaucoup de petits plaisirs. Est-ce que ça en valait la peine ? Je regardais la photo de Robert. Qu'aurait-il dit ? Probablement de penser à moi-même. Mais ensuite, j'imaginais le visage de Daisy découvrant sa nouvelle chambre, spacieuse, lumineuse, avec de la place pour tous ses livres et projets. Oui, décidai-je. Ça en vaut la peine. Le processus d'achat de la maison prit 1 mois. Mara se montra étonnamment méticuleuse, insistant sur une inspection complète de la maison, vérifiant tous les documents, l'historique des assurances. J'étais reconnaissante pour sa rigueur, même si Webster trouvait le processus trop lent. Maman, on perd du temps. La maison pourrait être vendue à d'autres acheteurs. Mieux vaut perdre une maison que d'en acheter une avec des problèmes, répondis-je, répétant une phrase que j'avais dite à des clients de banque des milliers de fois. L'inspection révéla quelques problèmes mineurs, un robinet qui fuit, une prise défectueuse, un carreau fissuré sur le porche, tous rapidement réparés par les vendeurs. Les systèmes principaux de la maison, fondation, toiture, câblage électrique, furent jugés en bon état. La maison est en excellent état pour son âge, me rassura l'inspecteur M. Patterson, un homme âgé dont les yeux semblaient avoir vu toutes les fissures de chaque maison de Tuscaloosa. Mais je recommande toujours une assurance maximale, surtout pour les maisons de cette taille et de cet âge. J'hochai la tête. Bien sûr, nous prendrons une couverture complète. C'était évident. Le jour de la signature arriva par un matin clair d'avril. Nous étions réunis au bureau du notaire, moi, Webster, Perla et Mara. Je signai papier après papier, transférant les droits d'une maison valant presque $1 million à mon fils. Attendez, dit Webster en arrivant au papier d'assurance. C'est trop cher. L'assurance de base suffit. Mais M. Patterson a recommandé une couverture étendue, rétorquai-je. Elle couvre beaucoup plus de risques. Maman, dit Webster en baissant la voix. C'est $5 000 de plus par an. La maison est en excellent état, tu l'as entendu toi-même. Oui, mais... On ne va pas gaspiller de l'argent pour assurer des problèmes qui n'existent pas, coupa-t-il. L'assurance de base suffit. Je regardai Mara. Elle haussa légèrement les épaules, indiquant que ce n'était pas sa décision. Perla évitait mon regard, les yeux fixés sur ses ongles impeccables. D'accord, cédai-je, signant le document pour l'assurance de base. Mais je promis de reconsidérer une couverture élargie à l'avenir. Bien sûr, maman, dit-il en me tapotant la main. Mais je voyais déjà qu'il était mentalement ailleurs, dans sa nouvelle maison, en train de faire la fête avec ses collègues. Une fois tous les papiers signés, Mara tendit solennellement les clés à Webster. « Félicitations pour votre nouvelle maison, sourit-elle. Et elle se tourna vers moi. Vous avez fait un merveilleux cadeau à votre famille, Madame Quimby. Je hochai la tête, ressentant un étrange mélange de satisfaction et d'anxiété. C'était le cadeau le plus cher que j'ai jamais fait. Et une partie de moi se demandait si je n'étais pas en train de faire une erreur. Le déménagement prit 2 semaines. J'ai aidé autant que possible, emballer les objets fragiles, vider les placards, faire des listes de ce qui irait ou dans la nouvelle maison. Perla était étrangement distante ces jours-là. Elle passait beaucoup de temps dans la nouvelle maison, à planifier l'aménagement des meubles et à choisir les rideaux, mais participait peu à l'emballage dans l'ancienne maison. J'ai hâte qu'on emménage enfin, dit-elle alors que Daisy et moi mettions les livres en carton. J'ai déjà commandé de nouveaux meubles pour le salon. L'ancien ne convient tout simplement pas à une maison comme celle-ci. Mais maman, nos meubles sont encore bons, objecta Daisy. Et grand-mère a déjà dépensé tellement d'argent pour la maison. Daisy, tu n'es qu'une enfant, tu ne peux pas comprendre, répondit Perla. Une maison comme celle-là doit avoir les bons meubles. Sinon, que penseront les invités ? Daisy me regarda, cherchant du soutien. Mais je haussai simplement les épaules. C'était leur maison désormais, et ils avaient le droit de l'aménager à leur façon.
Enfin, tous les cartons furent déplacés, les meubles installés, et ce fut le jour de la pendaison de crémaillère. Webster insista pour organiser une vraie fête, avec buffet, champagne et beaucoup d'invités. « Maman, c'est un grand événement dans notre vie, dit-il. Il faut le célébrer en grand. » J'acceptai, même si j'aurais préféré une célébration plus modeste en famille. La liste d'invités s'allongea jusqu'à 50 personnes. Des collègues de Webster, des amis de Perla, plusieurs professeurs de Daisy, et même quelques anciennes connaissances de la banque. Webster commanda un service traiteur du meilleur restaurant de Tuscaloosa, et Perla engagea un fleuriste pour décorer la maison. « Ne t'inquiète pas pour les dépenses, maman, dit Webster quand j'exprimai mes préoccupations sur le coût de tout cela. Perla et moi payons tout. C'est notre maison, et on veut bien commencer notre nouvelle vie ici. » Le jour de la fête, il faisait chaud et ensoleillé, un temps parfait. J'arrivai tôt pour aider aux préparatifs. La maison était magnifique. Nouveaux meubles, fleurs fraîches dans chaque pièce, décorations festives. Daisy se précipita vers moi dès que je franchis la porte. « Grand-mère, viens. Je vais te montrer comment j'ai aménagé ma chambre. » Sa chambre était exactement comme elle en avait rêvé. Un télescope près de la fenêtre, des étagères le long des murs, un petit bureau pour étudier. Elle me montra son nouveau lit à baldaquin, un cadeau de pendaison de crémaillère offert par ses parents. « C'est tellement beau ici, grand-mère. Et c'est grâce à toi, dit-elle en me serrant fort dans ses bras. Je t'aime très fort. Moi aussi je t'aime, ma chérie, chuchotai-je, sentant les larmes me monter aux yeux. Les invités commencèrent à arriver vers 15 heures. Webster les accueillait avec un grand sourire, leur faisant visiter la maison avec la fierté d'un nouveau propriétaire. Perla rayonnait dans sa nouvelle robe, acceptant les compliments sur son goût impeccable en décoration d'intérieur. J'étais présentée à chaque invité avec la même phrase invariable, « Et voici ma mère, Winifred. C'est elle qui nous a offert cette maison. » S'ensuivaient des exclamations enthousiastes et des commentaires sur ma générosité exceptionnelle. À 18 heures, la maison bourdonnait de conversations et de rires. Les gens se rassemblaient en petits groupes dans le salon, la cuisine, le jardin, près de la piscine. Des serveurs en chemise blanche servaient des boissons et des amuse-bouches. Je m'étais assise dans un coin du salon, observant la scène avec une étrange sensation de détachement. Tous ces gens célébraient dans la maison que j'avais achetée, mais je me sentais presque comme une étrangère. Webster était trop occupé à divertir son patron pour passer du temps avec moi. Perla virevoltait de pièce en pièce, ajustant les fleurs, les coussins, s'assurant que tout soit parfait. Seule Daisy venait régulièrement me voir, me parlant des réactions de ses amis à la nouvelle maison, me demandant si j'avais besoin de quelque chose. Vers 19 heures, Webster tint son verre et fit teinter sa coupe pour attirer l'attention des invités. « Mes amis, j'aimerais porter un toast. » Il leva son verre de champagne. À notre nouvelle maison et à ma mère incroyablement généreuse, Winifred Quimby, sans qui rien de tout cela n'aurait été possible. Tout le monde se tourna vers moi, levant son verre. Je souris, gênée, me sentant mal à l'aise sous les projecteurs. « Merci, maman, continua Webster en me regardant. Tu nous as toujours soutenus, et cette maison est le plus beau cadeau que nous ayons jamais reçu. » « À Winifred !» s'écria quelqu'un. Et tous reprirent en chœur, « À Winifred !» Après le toast, Lorraine Boss, l'épouse de l'un des collègues de Webster, une femme élégante avec un œil vif, vint s'asseoir à côté de moi. « Quel cadeau incroyable vous avez fait à votre fils, » dit-elle en s'installant sur le canapé. « Peu de parents peuvent se le permettre. »« J'ai eu de la chance dans la vie, » répondis-je modestement. « Et je voulais en faire profiter ma famille. »« Vous vivez seul ?» demanda-t-elle en me détaillant du regard. « Oui. J'ai un petit appartement pas très loin d'ici. Vous n'avez jamais pensé à emménager avec votre fils ? Il y aurait sûrement de la place pour vous dans une maison aussi grande. » Je secouai la tête. Je tiens à mon indépendance. Et puis, une jeune famille a besoin de son propre espace. Sage décision, acquiesça-t-elle. Bien sûr, à mesure que l'on vieillit, il est plus difficile de vivre seul. Je voulais lui dire que je m'en sortais encore très bien à 75 ans, mais nous fûmes interrompus par Webster qui venait chercher Lorraine pour l'emmener retrouver son mari. La fête se poursuivit. Peu à peu, les invités commencèrent à partir. Vers 22 heures, il ne restait que les amis les plus proches de Webster et Perla, deux couples avec qui il passait souvent du temps. Je me sentais fatiguée et décidai qu'il était temps de partir. « Webster, dis-je en m'approchant de mon fils, qui était dans la cuisine à remplir des verres, je pense que je vais rentrer. C'était merveilleux, mais je suis fatiguée. »« Tu pars déjà ?» dit-il, légèrement surpris. « Reste encore un peu, Brandon et Shelley viennent juste de commencer à parler de leur voyage en Europe. »« Non, chérie, je dois vraiment y aller.
Je l'embrassai sur la joue. Dis à tes amis que j'ai apprécié leur compagnie. D'accord, soupira-t-il. Je vais t'accompagner jusqu'à la porte. Je dis au revoir à Daisy, qui allait se coucher, à Perla, qui hocha à peine la tête, trop occupée à discuter avec son ami, et aux autres invités. À la porte, Webster me prit dans ses bras. Merci encore, maman, pour tout. Avec plaisir, mon chéri. Je suis contente que vous soyez heureux dans votre nouvelle maison. Il m'aida à descendre les marches et m'accompagna jusqu'à ma voiture. J'étais sur le point de m'installer au volant quand je me rappelai la tarte que j'avais apportée pour la fête. Oh, j'ai oublié mon moule à tarte dans la cuisine. Ce n'est pas grave, maman, tenta-t-il de m'arrêter. Je te le rapporterai demain. Non, non. Ça ne prendra qu'une minute. J'en ai besoin pour demain. Je retournai vers la maison et entrai discrètement par la porte d'entrée, ne voulant pas attirer l'attention. Des voix provenaient de la cuisine, Webster, Perla et leurs amis. J'étais presque à la porte quand j'entendis mon nom et m'arrêtai instinctivement. Winnie a failli pleurer quand ils l'ont remercié, dit la voix de Perla, légèrement déformée par l'alcool. Mon Dieu, c'était comme si elle distribuait des aumônes sacrées. Des rires éclatèrent. Du calme, dit Webster. Mais il n'y avait aucun vrai reproche dans sa voix. Elle nous a donné la majorité de ses économies, après tout. Qu'est-ce qu'elle allait en faire d'autre? Ce n'est pas comme si elle allait s'offrir un séjour à Miami à son âge, ricana Perla. Au moins comme ça, elle verra comment l'argent est dépensé de son vivant. Rire de nouveau. T'avais pas peur qu'elle veuille vivre avec vous? Demanda une voix masculine que je ne reconnus pas. Ma belle-mère insiste tout le temps. Oh, Winnie est trop fière pour ça, répondit Perla. Elle préférerait mourir plutôt que d'admettre qu'elle a besoin d'aide. Et puis, on a bien fait comprendre que ce n'était pas une option. Comment ça? Demanda une voix féminine, curieuse. Tu sais, les excuses habituelles, répondit Perla avec lassitude feinte. On a besoin de notre propre espace, Daisy a besoin de sa chambre pour étudier, blablabla. En réalité, la dernière chose dont on a besoin, c'est d'une vieille femme qui observe tous nos faits et gestes dans notre propre maison. Je restai figée, sentant le sang se retirer de mon visage. Une vieille femme? C'est comme ça qu'il me voyait. Tu peux croire qu'elle a même insisté pour une assurance hyper chère? Repris Webster. Comme si la maison allait s'écrouler demain. J'ai à peine réussi à la faire changer d'avis. C'est intelligent, dit la voix masculine. Pourquoi gaspiller de l'argent? Exactement. S'exclama Webster. Maintenant, on pourra acheter les meubles de jardin. Perla a déjà repéré un super ensemble. Je fis un pas en arrière, ne voulant pas en entendre plus, mais ma main heurta un vase posé sur la console. Le vase vacilla, et je le rattrapai de justesse. Mais le bruit fut suffisant pour interrompre la conversation dans la cuisine. Qui est là? Cria Webster. Je pris une grande inspiration et entrai dans la cuisine, tentant de garder ma dignité. Désolé, j'ai oublié mon moule à tarte, dis-je en pointant le plat en céramique sur la table. Un silence pesant s'abattit dans la cuisine. Perla resta figée, un verre à la main, le visage pâle. Webster avait l'air d'avoir été pris la main dans le sac. Les deux couples, Brandon et Shelley, Kyle et Lindsay, si je me souvenais bien, se balançaient d'un pied à l'autre, gênés. Maman, Kamenka Webster. Mais je levai la main pour l'interrompre. Ne dis rien, dis-je calmement, bien que bouillonnant à l'intérieur. J'ai tout entendu. Tu as mal compris, intervint Perla rapidement. On plaisantait, vraiment. Je la regardai droit dans les yeux. Cela sonnait très crédible. Je pris mon moule à tarte et me tournai pour partir. Maman, attends, dit Webster en me saisissant la main. Parlons-en. De quoi, Webster? Lui répondis-je en me retournant. De combien tu méprises la vieille femme qui t'a acheté cette maison? Ou de ta brillante idée de refuser l'assurance que je t'avais recommandée? Il lâcha ma main, le visage assombri. Tu nous écoutais? Non. Je suis venu récupérer mes affaires, et j'ai entendu la vérité. C'est ironique, non? Perla posa son verre et s'approcha de nous, le visage soudain dur. Tu sais quoi, Winnie? Oui, on disait la vérité. Tu nous as acheté cette maison, et on t'en est reconnaissant. Mais ça ne te donne pas le droit de t'immiscer dans nos vies, ou de nous dire comment les vivre. Perla tenta Webster d'un ton d'avertissement. Mais elle l'écarta d'un geste. Non, qu'elle sache. On en a marre de tes conseils constants et de ton regard jugeant. Tu nous as offert une maison, super. Merci, merci. Mais maintenant, c'est notre maison. Et on va y vivre à notre façon. Je la regardai,
stupéfaite. Pas tant par ces mots que par le venin avec lequel ils étaient prononcés. Je n'ai jamais essayé de contrôler votre vie, dis-je doucement. Mais tu en avais envie, répliqua Perla. Avoue-le. Tu espérais que ce cadeau te donnerait de l'influence. Que nous serions éternellement reconnaissants et suivrions tes conseils. Perla, ça suffit, intervint Webster. Mais sa voix manquait de conviction. Elle se tourna vers lui. Tu l'as dit toi-même, hier encore. Qu'elle te manipulait à travers Daisy. Qu'elle essayait de nous dire quoi faire avec la maison. Webster semblait pris entre deux feux. Il me regarda, puis regarda Perla. Et je vis le moment où il fit son choix. Maman, soupira-t-il, peut-être qu'on a besoin d'un peu d'espace. On vient d'emménager, on essaie de s'installer. Peut-être qu'on ne devrait pas se voir pendant quelques semaines. Je regardais mon fils, l'homme que j'avais élevé seul, pour qui j'avais tout sacrifié, et je ne le reconnaissais plus. Parle clairement, Webster. Qu'est-ce que tu veux? Il évita mon regard. Je pense qu'on a besoin de temps pour s'habituer à cette nouvelle maison, à cette nouvelle vie. Sans moi? Clarifiai-je. Temporairement, répondit-il en levant enfin les yeux. Allez, Webb, dis-lui la vérité, ricana Perla. Elle tourna son regard vers moi, les yeux brillants de champagne et de colère. Merci pour la maison, Winnie, vraiment merci. Mais maintenant, on n'a plus besoin d'un fardeau comme toi. Perla. S'exclama Webster. Mais il ne fit rien pour me défendre. Je restai là, tenant mon moule en céramique comme un bouclier. Et je sentis quelque chose se briser en moi. Pas mon cœur, il avait déjà été brisé plusieurs fois dans ma longue vie. Non, ce fut le dernier fil qui me rattachait à l'illusion que mon fils, au fond, était encore le petit garçon que j'aimais inconditionnellement. Je vois, dis-je enfin. Dans ce cas, je ne vous dérangerai plus. Je me tournai et marchai vers la sortie, sentant les regards de tout le monde dans mon dos. Je m'arrêtai à la porte et ajoutai, sans me retourner. J'espère que vous serez heureux dans cette maison. Vraiment. Je sortis dans la nuit, refermant doucement la porte derrière moi. Personne ne me suivit. Personne n'essaya de m'arrêter. Pas même Webster. Je montai dans ma voiture, posai le moule à tarte sur le siège passager, et regardai la maison, grande, belle, illuminée de chaleur. La maison que j'avais achetée pour ma famille, en y consacrant presque toutes mes économies. La maison où je venais d'être qualifié de fardeau. Je démarrai et quittai l'allée lentement. Les larmes que j'avais retenues dans la cuisine coulaient désormais librement sur mes joues. Je ne les essuyais pas. Personne n'était là pour voir ma faiblesse. Le trajet jusqu'à mon appartement prit 15 minutes, mais me parut une éternité. Je me garai, attrapai mon moule, et montai au 2e étage. Mon appartement m'accueillit dans le silence et l'obscurité. J'allumai la lumière du couloir et vis mon reflet dans le miroir. Une femme âgée, les yeux rouges, le visage marqué d'une douleur profonde. Un fardeau, murmurai-je à mon reflet. Voilà ce que je suis devenue pour mon fils. Je me dirigeai vers le salon et m'effondrai dans un fauteuil, sans même enlever mon manteau. Je tenais encore le moule à tarte, ne sachant où le poser dans cet appartement soudainement étranger. Toute ma vie, j'avais été fière de ma force, de mon indépendance. J'avais élevé mon fils seul, bâti une carrière, assuré mes vieux jours. Et maintenant, à 75 ans, je me retrouvais seule dans un appartement vide, rejetée par le seul homme pour qui j'avais vécu. Ce fut la nuit la plus longue de ma vie. Je ne pleurais plus. Les larmes s'étaient taries, ne laissant derrière elles qu'un vide. Je restai assise dans le fauteuil jusqu'à l'aube, regardant par la fenêtre, repensant à toutes les décisions qui m'avaient menée jusqu'à ce moment. Quand les premiers rayons du soleil traversèrent la pièce, je me levai enfin, retirai mon manteau et allai dans la salle de bain. Je regardai mon visage fatigué dans le miroir et me fis une promesse. C'était la dernière fois que je laisserais mon fils me blesser. Le matin suivant, la pendaison de crémaillère m'accueillit avec un mal de tête et la sensation que le monde s'était renversé. J'avais à peine dormi, repassant les événements de la veille encore et encore dans ma tête. Les paroles de Perla, l'acquiescement de Webster, la prise de conscience accablante que ma famille ne voyait en moi qu'un fardeau. Je me préparai un thé bien fort, le remède que ma mère m'avait appris contre toutes les adversités, et m'assis près de la fenêtre pour regarder Tuscaloosa se réveiller. Les gens se dépêchaient d'aller au travail, les enfants du quartier attendaient le bus scolaire, et le facteur commençait sa tournée. Une journée normale pour tout le monde, sauf pour moi. Le téléphone sonna. Je regardai l'écran, Daisy. Ma main se figea au-dessus du combiné. Que devais-je dire à ma petite fille? Comment lui expliquer que ses parents m'avaient exclu de leur vie? Le téléphone sonna encore, puis bascula sur la messagerie. Grand-mère, c'est moi. La voix de Daisy était douce,
presque un murmure. Je voulais juste te dire que je t'aime, et que peu importe ce qui s'est passé hier, papa et maman ne veulent rien me dire, mais je sais qu'il s'est passé quelque chose, sache que je t'aimerai toujours. Les larmes que j'avais contenues toute la matinée coulèrent en torrents. Comment cette fille, à peine âgée de 16 ans, pouvait-elle être plus sage et plus compatissante que ses parents? Je ne rappelais pas. Je n'étais pas prête à tout expliquer. À la place, je lui envoyai un message. Je t'aime aussi, ma chérie. Toujours. Ne t'inquiète pas pour moi, je vais bien. Les jours suivants passèrent dans une sorte de brouillard. Je me forçai à respecter ma routine habituelle, petit déjeuner, promenade au parc, lecture, dîner. Mais tout semblait mécanique, vide de sens. Je vérifiais mon téléphone toutes les 15 minutes, espérant un appel de Webster, des excuses. Mais aucun appel ne vint. Le 3e jour, je reçus un appel d'Evelyn, une vieille amie. Winnie, que se passe-t-il? Je t'appelle depuis 2 jours. Jesa upirai. Evelyn me connaissait trop bien pour que je puisse faire semblant. Tout va bien. Webster et Perla t'ont rejeté, pas vrai? Après que tu leur as acheté une maison. Je lui racontai tout, la fête, la conversation surprise, les mots de Perla, le silence de Webster. Quelle ingrate. Exclama Evelyn. Et Webster? Comment a-t-il pu la laisser te parler comme ça? Il ne s'est pas contenté de la laisser faire, répondis-je amèrement. Il était d'accord avec elle. Winnie, ma chérie, j'arrive tout de suite. Ce n'est pas nécessaire, Evie. Je peux gérer n'importe quoi. Je suis là dans 20 minutes avec une bouteille de vin et un gâteau au chocolat. Evelyn tint parole. Exactement 20 minutes plus tard, elle était sur le pas de ma porte avec des sacs de course. Elle me serra dans ses bras sans un mot, et ce câlin était exactement ce dont j'avais besoin. Nous nous sommes installés sur le balcon, buvant du vin à 15 heures de l'après-midi, je n'avais pas fait ça depuis l'université, et nous avons parlé de la vie, des enfants, des déceptions. Tu sais, dit Evelyn en se resservant un verre, c'est peut-être mieux ainsi. Comment perdre un fils pourrait-il être pour le mieux? Demandai-je en haussant un sourcil. Tu n'as pas perdu ton fils, Winnie. Tu viens juste de voir son vrai visage. Maintenant, tu peux arrêter de gaspiller ton énergie pour des gens qui ne t'apprécient pas, et commencer à vivre pour toi. À 75 ans. Et alors? Mon père a commencé à apprendre l'espagnol à 80 ans. 3 ans plus tard, il était bilingue. L'âge, ce n'est qu'un chiffre. Je secouai la tête, mais il y avait une part de vérité dans ce qu'elle disait. Toute ma vie, j'avais mis les besoins de Webster avant les miens. Peut-être qu'il était temps de penser à moi. Le lendemain, je décidai de faire une promenade un peu plus longue. Le soleil d'avril chauffait doucement et je me dirigeais vers Riverwalk Park, un petit parc situé sur les berges du Black Warrior, à 10 minutes à pied de chez moi. Je m'assis sur un banc, regardant les canards sur la rivière, quand je remarquai un homme âgé qui s'approchait lentement, appuyé sur une canne. Quelque chose dans sa démarche me sembla familier. Madame Quimby? S'arrêta-t-il devant mon banc. Winifred Quimby. Je regardai son visage et le reconnus. Orville Pea, l'ancien avocat qui m'avait aidé à l'époque avec les papiers après la mort de Robert. Maître Pea? Saurisie. Quelle surprise! Appelez-moi Orville, je vous en prie. À notre âge, on peut laisser tomber les formalités, dit-il avec un clin d'œil. Je peux m'asseoir. Je me décalai pour lui faire de la place. Il s'installa avec précaution, posant sa canne à côté de lui. J'habite juste là-bas, dit-il en désignant un immeuble de l'autre côté de la rue. Je m'y suis installé après le décès de Margaret. La maison était devenue trop grande pour un vieux bonhomme seul. Je hochai la tête, me souvenant que sa femme était décédée quelques années plus tôt. Je suis désolé pour votre perte. Ça fait 5 ans, soupira-t-il. Mais merci. Et vous, comment allez-vous? Et Webster? Je me tendis à l'évocation du nom de mon fils. Il va bien. Il vient d'emménager dans une nouvelle maison. C'est une bonne chose, acquiesça Orville. Et vous? Vous semblez, désolé d'être direct, mais vous semblez préoccupé. Quelque chose dans ses yeux bienveillants et son inquiétude sincère me poussa à me confier. Pour être honnête, ce n'est pas la meilleure période de ma vie. Je n'avais pas prévu de lui raconter toute l'histoire, mais les mots me vinrent sans effort. Orville m'écouta avec attention, sans m'interrompre, se contentant de hocher la tête ou de froncer les sourcils par moments. C'est malheureux, dit-il une fois que j'eus terminé, mais malheureusement pas rare. J'ai vu de nombreuses familles détruites par l'argent et l'immobilier. Ce n'est pas une question d'argent, répliquai-je. C'est une question de respect. De gratitude humaine basique. Vous avez raison, acquiesça-t-il. Et c'est bien là la tragédie.
L'argent, on peut en regagner. Le respect, une fois perdu, est rarement récupéré. Nous avons parlé pendant presque 2 heures. Orville me raconta sa vie depuis la retraite, ses petits-enfants qui vivaient dans d'autres États et venaient le voir 2 fois par an, les livres qu'il lisait, son nouveau passe-temps, cultiver des orchidées. Vous devriez venir voir ma collection un jour, dit-il au moment de se quitter. Si ça vous intéresse, bien sûr. J'aimerais beaucoup, répondis-je, moi-même surprise par ma spontanéité. Depuis quand n'avais-je pas accepté une invitation d'un homme? Surtout après seulement quelques heures d'échange. Parfait, dit-il avec un sourire. Je suis souvent ici le matin. On se retrouve à la même heure demain. D'accord, répondis-je. Et pour la première fois depuis des jours, je me sentis le cœur plus léger. Le soir, Daisy m'appela. Cette fois, je décrochai. Grand-mère. Je suis si contente que tu aies répondu. Comment vas-tu? Je vais bien, ma chérie. Et toi? Ça va, dit-elle doucement. Grand-mère, qu'est-ce qui s'est passé à la fête? Mes parents ne veulent pas me le dire. Juste que vous vous êtes disputés. Iesaupirai. Comment expliquer tout ça à une fille de 16 ans sans salir l'image de ses parents? Tes parents et moi, on a des points de vue différents sur certaines choses. On a besoin de temps pour réfléchir. Est-ce que c'est à cause de la maison? Demanda-t-elle avec une perspicacité étonnante pour son âge. En partie, avouai-je. Mais ne t'inquiète pas pour ça. Ça s'arrangera. Tu me manques, dit-elle à voix basse. Et je n'aime pas ce qu'ils t'ont fait. Tu sais ce qui s'est passé? Je me tendis. Pas tout. Mais je les ai entendus parler dans la cuisine. Maman a dit quelque chose de méchant, et tu es parti. C'est vrai. Quelque chose comme ça, répondis-je. Je ne voulais pas rentrer dans les détails. Mais c'est entre tes parents et moi. Tu n'as pas à prendre parti. Mais moi, je suis de ton côté. S'exclama-t-elle. Tu nous as acheté cette maison. Ils devraient te remercier. Daisy, écoute-moi bien, dis-je avec gravité. Je ne veux pas que tu te disputes avec tes parents à cause de moi. Promets-moi que tu ne le feras pas. Elle accepta à contre-cœur, et nous avons parlé d'autre chose, de ses projets scolaires, de ses nouvelles amies dans le quartier, de ses plans pour les vacances d'été. Après l'appel, je restai longtemps à fixer mon téléphone. Webster ne m'avait ni appelé, ni écrit, ni cherché à me contacter. C'était comme si j'avais cessé d'exister à l'instant où la porte de leur nouvelle maison s'était refermée derrière moi. Les jours suivants passèrent dans un calme relatif. Je retrouvai Orville au parc, nous marchions, parlions de livres, de politique, de la vie. Il me montra sa collection d'orchidées, petites mais impressionnantes. Un jour, je l'invitai à dîner, et pour la première fois depuis des années, je ne cuisinais pas que pour moi seule. Evelyne remarqua le changement dans mon humeur. « Tu as meilleure mine, dit-elle lorsque nous nous sommes retrouvés pour déjeuner en ville. Tu souris, même. » Je commence à m'habituer à cette nouvelle réalité, répondis-je. Et peut-être qu'Orville y est pour quelque chose. Orville? Dit-elle en haussant un sourcil. Qui est Orville? Je lui parlais de ma nouvelle connaissance, et Evelyne sourit. Winifred Quimby, tu me surprends. Il y a vraiment un homme dans ta vie. N'exagère pas, répondis-je en rougissant. Nous sommes juste amis. Bien sûr, répondit-elle en me lançant un clin d'œil. Juste amis. C'est toujours comme ça que ça commence. Je secouai la tête, mais je ne pus m'empêcher de sourire. À 75 ans, est-ce que je rougissais comme une collégienne? Le 7e jour après la pendaison de crémaillère, je me surprenais à compter les jours, comme après une catastrophe. La sonnette retentit. Je préparais le déjeuner et ne regardais pas tout de suite l'écran du téléphone. Je décrochai machinalement. Maman, dit la voix de Webster, tendue, presque paniquée. Maman, il faut que tu nous aides. Je restai figé, un couteau à la main. 7 jours de silence, et maintenant cet appel. Webster, qu'est-ce qui se passe? La maison, maman. Il y a un problème avec la maison. Je posai lentement le couteau, m'essuyai les mains avec un torchon et m'assis à la table de la cuisine. Quel genre de problème? Il haletait, comme s'il avait couru. Les inspecteurs sont venus. Ils ont trouvé de graves problèmes avec les fondations. Des fissures, des affaissements. Je ne comprends pas tous les termes, mais ils disent que la maison est dangereuse. On risque l'expulsion, maman. Restai silencieuse. L'inspection avant l'achat n'avait rien signalé concernant les fondations. Comment était-ce possible? Quand avez-vous découvert cela? Ce matin.
Un voisin a remarqué des fissures dans l'allée et a appelé les inspecteurs. Ils ont examiné les fondations et trouvé des défauts majeurs. Ils disent qu'une partie de la maison pourrait s'effondrer à tout moment. Et l'assurance ? Demandai-je, bien que je connaissais déjà la réponse. C'est bien ça, répondit Webster, la voix brisée. L'assurance de base ne couvre pas les problèmes de fondation. Si on avait pris la couverture étendue que tu avais suggérée. Il s'interrompit. Comme je l'avais conseillé, répétai-je lentement. Oui, maman. Tu avais raison. J'avais tort. Il semblait presque hystérique. Mais ce n'est pas le moment de parler de ça. On a besoin d'aide. Les réparations vont coûter des centaines de milliers de dollars, et on n'a pas cet argent. Je fermai les yeux. Une partie de moi, une petite partie mauvaise dont je n'étais pas fière, ressentait une certaine satisfaction. Justice avait été rendue. Mais une autre partie, celle qui avait toujours été une mère, s'inquiétait pour son fils et pour sa petite fille. Que veux-tu que je fasse, Webster? Aide-nous, maman, supplia Théil. Tu es la seule qui puisse le faire. Tu as des économies, des investissements. Dont la majeure partie a été utilisée pour acheter cette maison, lui rappelai-je. Je sais, mais il doit bien rester quelque chose. Ou tu pourrais prendre un prêt sur ton appartement, n'importe quoi, maman. On ne peut pas perdre la maison. Je l'écoutais, les yeux fermés, pensant à la semaine écoulée. À leurs mots. À leur silence. À cette phrase de Perla, on n'a plus besoin d'un fardeau comme toi. Webster, dis-je enfin. Je ne peux pas t'aider. Quoi? Il n'en croyait pas ses oreilles. Comment ça, tu ne peux pas? J'ai dépensé presque toutes mes économies dans cette maison. Ce qu'il me reste me permet de vivre. Rien de plus. Mais maman, sa voix tremblait, on va perdre la maison. On sera à la rue. Non, corrigeai-je. Vous avez toujours l'ancienne maison. Vous ne l'avez pas encore vendue, si? Non, mais, ce n'est pas ça. On ne peut pas retourner dans ce taudis, après. Après le manoir que je vous ai offert, terminai-je pour lui. Un silence. J'entendais Webster respirer fort. Maman, dit-il à nouveau, plus calmement. Je sais qu'on a mal agi. Ce que Perla a dit était horrible. J'aurais dû l'arrêter. Je suis désolé. Vraiment. Tu es désolé, parce que tu veux mon argent, Webster. Si la maison n'avait pas de problème, tu ne m'aurais jamais appelé. Avoue-le. Nouveau silence. Puis. Maman, s'il te plaît, pour Daisy. Elle aime tellement cette maison, sa nouvelle chambre. N'utilise pas ma petite fille pour me manipuler, dis-je d'un ton glacé. C'est indigne, même pour toi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Demanda-t-il, la voix désespérée. Je vais m'excuser. Perla et moi, on s'excusera tous les deux. On a eu tort. Tu peux venir vivre avec nous si tu veux. Il y a plein de places. Iesuri samrement. Une semaine plus tôt, j'étais un fardeau. Et maintenant, ils m'invitaient à vivre avec eux. Webster, écoute-moi attentivement, dis-je calmement. Je ne vais pas te donner d'argent. Ni maintenant, ni plus tard. Je vous ai déjà donné presque tout ce que j'avais. Et en retour, tout ce que j'ai reçu, c'est du mépris. Ça n'arrivera plus. Mais maman. Je n'ai pas fini, l'interrompis-je. Le problème avec la maison, c'est ton problème. Tu es un adulte. Tu peux décider par toi-même. Vendez la maison à perte, retourner dans l'ancienne, contracter un prêt. Peu m'importe. Mais ne viens plus me demander de l'argent. Tu n'as pas le droit de faire ça. Cria-t-il presque. Tu es ma mère. Oui, je suis ta mère. Et je t'ai aimé toute ma vie, Webster. Mais aimer ne signifie pas se laisser utiliser. C'est fini. Tu vas le regretter, menaça Théil. Quand on sera à la rue. Quand Daisy perdra sa maison. Tu le regretteras. Peut-être, admis-je. Mais pas autant que j'ai regretté de vous avoir offert une maison à des gens qui pensaient que j'étais un fardeau. Je raccrochai et posai le téléphone sur la table. Mes mains tremblaient, mon cœur battait à toute vitesse, mais d'une étrange manière, je me sentais plus forte que depuis des années. Le téléphone sonna aussitôt de nouveau, Webster. Je rejetai l'appel. Il rappela encore et encore. Je coupai le son et retournai préparer le dîner. 1 heure plus tard, on frappa à la porte. Je m'approchai et regardai par le judas. Webster se tenait dans le couloir, décoiffé, l'air agité. Je n'ouvris pas. Maman. Il frappa encore. Maman, je sais que tu es là. Ouvre la porte. Je m'assis sur un fauteuil, loin de la porte,
et j'attendis. Il continua à frapper, à m'appeler, à menacer d'appeler la police. Finalement, au bout de 20 minutes, les coups cessèrent. Je retournai au Judas, le couloir était vide. De retour dans le salon, je vis un message sur mon téléphone. Orville, une promenade ce soir? Le temps promet d'être magnifique. Je souris et répondis. Avec plaisir. Retrouve-moi au parc à 18h. Pour la première fois depuis très longtemps, je me sentais réellement libre. Libre de toute manipulation. Libre de toute culpabilité. Libre du besoin d'être une bonne mère, même quand mon fils ne savait pas être un bon fils. Peut-être qu'Evelyne avait raison. À 75 ans, tout commence. Je retrouvai Orville à l'entrée du parc, comme convenu. Il portait un chapeau en feutre gris, une chemise propre, et tenait à la main un petit sac en toile. « Vous avez l'air radieux ce soir, » dit-il en me saluant. « Et vous, charmant comme toujours » répondis-je en glissant mon bras sous le sien. Nous avons marché en silence au bord de l'eau, bercés par le chant des grillons et le murmure du vent dans les arbres. « Vous avez l'air plus légère » dit-il après quelques minutes. « Moins accablée. » J'ai raccroché au nez de mon fils, répondis-je simplement. Il hocha lentement la tête. « Et comment vous sentez-vous » ? Étonnamment bien. J'ai mis une limite pour la première fois. Je crois que j'aurais dû le faire il y a des années. Nous nous sommes assis sur notre banc habituel. Orville sortit une boîte en plastique du sac. J'ai apporté des cookies. Avoine et raisins secs. Une vieille recette de Margaret. Je souris. Vous venez de grimper d'un niveau dans mon estime. Nous avons partagé les biscuits, en regardant la lumière tomber doucement sur la rivière. Orville, dis-je soudain, avez-vous déjà regretté d'avoir été trop bon avec quelqu'un ? Il prit un moment avant de répondre. Pas vraiment. Mais j'ai souvent regretté de ne pas avoir été assez ferme avec les mauvaises personnes. Être bon, ce n'est pas être faible. C'est savoir quand dire stop. C'est exactement ce que je ressens, répondis-je doucement. Il me regarda longuement. Alors, qu'allez-vous faire maintenant ? Vivre, répondis-je sans hésiter. Voyager peut-être. Reprendre l'aquarelle. Me reconnecter avec des gens qui m'aiment vraiment. Et peut-être être un peu égoïste. Ce n'est pas de l'égoïsme, dit-il. C'est de la survie. Nous avons ri doucement. Le lendemain, je me rendis à la banque. Je demandai à parler à mon conseiller financier, un jeune homme trop enthousiaste du nom de Brian. Je veux retirer mon nom du titre de propriété de la maison de mon fils, annonçai-je. Il cligna des yeux. Vous avez tout payé, Madame Quimby. La maison est à vous. Plus maintenant. Je ne veux rien avoir à faire avec elle. Transférez-la à son nom. Qu'il emporte les responsabilités. Je veux qu'il apprenne ce que cela signifie de vraiment posséder quelque chose. Êtes-vous sûr ? Absolument. En quittant la banque, je me sentis encore plus légère. Ce soir-là, Evelyne, Orville et moi avons dîné chez moi. Poulet rôti, pommes de terre au romarin, et tarte aux pommes. Alors, Winnie, dit Evelyne en trinquant, quel est ton prochain projet ? Je pense aller voir les montagnes de Caroline du Nord, répondis-je. On dit que l'air y est bon pour l'âme. Tu comptes partir seul ? Demanda Orville, le regard amusé. Pas si quelqu'un veut m'accompagner, dis-je en le regardant droit dans les yeux. Il rougit légèrement. Evelyne toussota et sourit malicieusement. À 75 ans, je pensais que ma vie ralentirait. Qu'elle se terminerait en silence, dans un coin. Mais je me suis trompée. Ma vie recommencait. Et cette fois, elle m'appartenait vraiment.